Allez, on y va. Donc, nous avons dans notre arsenal, grâce à l'intervention de Guillaume Rouleau mardi dernier, la lecture des passages peut-être les plus importants sur la conscience de soi dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la relecture de Hegel par Jean Hippolyte dans son œuvre Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et la lecture de cette lutte de vie et de mort à travers le prisme d'Alexandre Kojève. Kojève propose de ces mots, vous vous rappelez, de mardi, une anthropologie phénoménologique. Et la dernière séance, nous nous sommes interrogés sur ce terme, anthropologie phénoménologique, et ces deux éléments. Anthropologie, pourquoi ? Pour Kojève, la conscience est menée par son désir. Le désir est le moteur, est au centre de cette analyse pour une lutte pour la reconnaissance. Ce sont bien sûr tout un ensemble de motivations humaines qu'on retrouve dans cette histoire. Au centre, on retrouve l'humain, le désir, la reconnaissance. Et donc nous voilà face à une anthropologie. Anthropologie, pourquoi phénoménologique? Eh bien, à partir de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, bien sûr, ce sont des études de phénomènes, non pas une ethnologie, non pas une ethnographie, ce qu'on ferait aujourd'hui en anthropologie, mais un travail intellectuel des phénomènes qu'on peut percevoir comme ça, assis devant notre ordinateur, devant notre laptop, d'où peut être la source de tous les problèmes. Alors, cette anthropologie phénoménologique de Kojève donne naissance d'abord à l'histoire, en d'autres mots, au cheminement qui mène à la conscience de soi, à la raison et finalement à la révolution, et qui finira pour Kojève avec la fin de l'histoire, dans la réalisation de la citoyenneté universelle sous Napoléon, disons, pour Kojève. Mais tout ceci se base bien sûr sur une méthode particulière d'interprétation de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, n'est-ce pas ? Et rappelez-vous que ce n'est pas le souci de Kojève d'être fidèle à Hegel. L'objectif était de frapper l'esprit de ces mots. Dans cette lettre dont Guillaume Rouleau nous a présenté. C'était une œuvre de propagande destinée à frapper l'esprit. Et à travers cette anthropologie phénoménologique. Une méthode conçue donc pour, peut-être, la politique. Alors avec Althusser, nous sommes entièrement à l'envers de Kojève. C'est l'opposé. On pourrait dire, pour aller directement au vif, que l'idée de Louis Althusser, c'est simplement l'inversion de Kojève. Et il écrit « Rien n'est plus étranger à la pensée de Hegel que cette conception anthropologique de l'histoire. Pour Hegel, l'histoire est bien un procès d'aliénation, mais ce procès n'a pas l'homme pour sujet. » Alors nous sommes ici en 1968, dans un texte, une communication d'Althusser, qui s'appelle « Sur le rapport de Marx à Hegel ». Et ce que réfute Louis Althusser, c'est précisément une anthropologie phénoménologique, c'est précisément de mettre l'homme, l'humain, sa lutte, au centre de l'interprétation de Hegel et de la théorie de la dialectique comme processus de développement. Ce n'est pas l'humain
que l'on voit se développer et qui serait à la source de l'histoire, qui serait au centre du récit de Hegel, mais plutôt ce qu'il appelle, Althusser, un procès sans sujet. Il écrit l'histoire n'est pas l'aliénation de l'homme, mais l'aliénation de l'esprit, c'est-à-dire l'ultime moment de l'aliénation de l'idée. Pour Hegel, le procès d'aliénation ne commence pas avec l'histoire humaine, n'est-ce pas? Parce qu'elle commençait avec la logique et la nature, pour ensuite aller à l'histoire humaine. Nous avons donc là, en effet, le renversement complet d'Alexandre Kojève et de sa lecture de Hegel. Comme je vous ai dit, nous sommes en février 1968. Louis Althusser est en train de présenter dans le séminaire de... Qui, vous pensez? Jean Hippolyte. Jean Hippolyte, le même Hippolyte dont il accusait Althusser d'être un révisionniste fasciste, comme vous vous rappelez peut-être, en 1950. Et il présente cette thèse, non seulement dans le séminaire de Jean Hippolyte, mais il attribue explicitement cette position à Hippolyte. Les trois petits points que j'avais, c'est dit, or, comme l'avait très bien noté M. Hippolyte, rien n'est plus étranger à la pensée de Hegel que cette conception anthropologique de l'histoire. Pour Hegel, l'histoire est bien un procès d'aliénation, mais ce procès n'a pas l'homme pour sujet. On retrouve ici, bien évidemment, la critique qu'Althusser avait présentée dans la recension du livre d'Alexandre Kojève. Il y avait 21 ans, en 1947. Le travail d'Alexandre Kojève était trop subjectiviste, vous vous rappelez, trop ciblé sur le sujet humain, quand en fait, toute la contribution de Hegel était de créer l'idée, la catégorie philosophique décisive pour Althusser, qui sera, il développera, un procès sans sujet. Alors, même critique que Althusser lance contre Feuerbach à l'époque, reprenant selon une lecture la critique de Feuerbach que Marx avait faite, l'interprétation de Hegel qu'il critique, réduit à son plus simple, c'est la suivante: l'histoire est un procès d'aliénation qui a un sujet, et ce sujet, c'est l'homme. Eh bien non, la vraie contribution de Hegel est tout le contraire. Du point de vue de l'histoire humaine, Althusser écrit, le procès de l'aliénation a toujours déjà commencé. Cela veut dire, si on prend ces termes au sérieux, que dans Hegel, l'histoire est pensée comme un procès d'aliénation sans sujet ou un procès dialectique sans sujet. Alors, en février 1968, on ne retrouve guère de mention d'Alexandre Kojève. Il n'apparaît pas, mais pourtant, c'est bien lui qui est ciblé par Althusser, à travers son interprétation de Feuerbach. Un an plus tard, pourtant, dans une communication au Congrès Hegel à Paris, en avril 1969, communication dont le titre est « Lénine devant Hegel », Althusser nomme bien Kojève. Dans cette communication de 1969, Althusser fait une référence directe à Kojève ainsi qu'au jeune Georges Lukács, et il y fait référence pour signaler leur erreur. Cela se passe dans une discussion où Althusser reprend ce passage sur le procès, sur le processus dans Marx, que Marx avait ajouté au Capital dans la version française, dans une préface. J'y viendrai plus tard. Il écrit Monsieur Hippolyte avait fort bien montré que la conception hegelienne de l'histoire n'avait absolument rien d'anthropologique.
La preuve, l'histoire, c'est l'esprit, c'est le dernier moment de l'aliénation d'un processus qui commence par la logique, puis se continue par la nature et finit par l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire ce qui peut être présenté sous forme d'histoire. Pour Hegel, contrairement à l'erreur soutenue par Kojève et le jeune Lukács, et depuis par bien d'autres, qui ont comme honte de la dialectique de la nature, la dialectique n'est pas du tout le propre de l'histoire, ce qui signifie que l'histoire ne contient pas en elle-même, en quelque sujet que ce soit, sa propre origine. La tradition marxiste a eu parfaitement raison de reprendre la thèse de la dialectique de la nature, qui signifie polémiquement que l'histoire est un processus sans sujet, que la dialectique à l'œuvre dans l'histoire n'est pas le fait d'un sujet quelconque, fût-il absolu Dieu ou simplement humain, donc il n'y a ni origine, ni sujet philosophique à l'histoire. Bien. Alors, on voit donc ici que cette thèse du procès sans sujet est opposée à Alexandre Kojève, aussi au jeune Lukács. Il y a un lien direct, un renversement, je dirais. Et c'est lui aussi, Kojève, que cible Althusser lorsqu'il attaque la téléologie ou l'interprétation d'une téléologie dans la phénoménologie. Encore une fois, qu'il associe à Feuerbach. Critique donc d'un point de culmination qui expliquerait toutes les transformations. Et on retrouve donc une critique de Kojève avec cette critique de la téléologie. Éventuellement, c'est aussi une critique du concept de la négation, une critique qu'Althusser va attribuer en fait à Staline et qui représenterait, selon Althusser, la contribution philosophique majeure de Staline. Bon, cette idée de procès sans sujet, nous y reviendrons. C'est en fait la dette principale, selon Althusser, de Marx à Hegel. Alors, avec ce procès sans sujet, je me suis déjà lancé plus loin que je ne voulais, mais le renversement de Kojève, il me semble, le demandait. Donc on va reprendre notre chemin avec Althusser, chemin qui mènera depuis le retour à Hegel, dernier mot du révisionnisme universitaire en 1950, à la lecture de Lénine en 1969, en allant à travers rapidement la période en 1965 qui sera la plus célèbre d'Althusser. Donc on reprend le chemin, on reprend un bon chemin. Et je veux juste dire un mot sur cette idée de reprendre le chemin, parce que c'est assez important pour Althusser dans sa lecture de Lénine. Althusser utilise un passage de Lénine sur le chemin de la philosophie, en fait pour motiver toute son étude de Lénine en 69. Selon Lénine, Althusser explique, il ne peut y avoir de bon chemin sans la philosophie. Althusser écrit, sans la philosophie, dans les sciences, mais avant tout dans la politique. Althusser écrit, il ne peut y avoir de bon chemin sans une étude, et au-delà, sans une théorie de la philosophie comme chemin qui ne mène nulle part. Donc, chemin essentiel, mais chemin qui ne mène nulle part. Ou bien, comme nous le verrons, qui mène à une nouvelle pratique de la philosophie qu'on pourrait penser être entièrement politique. Bon, alors, reprenons ce chemin qui mène nulle part. Commençons donc en 1965, l'année de la publication chez les éditions François Maspero de Pour Marx.
un recueil de textes, et aussi de lire le Capital, qui était donc l'ouvrage collectif de Althusser et de ses étudiants, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macheret et Jacques Rancière. Comme Althusser annonce clairement dans son introduction à Pour Marx, tout le projet des articles, des communications, des présentations qui sont recueillis dans ce livre, Pour Marx, ont un but, une raison d'existence. Il écrit « La recherche de la pensée philosophique de Marx, indispensable pour sortir de l'impasse théorique où l'histoire nous avait relégués. » Alors, ce sont ici les thèses les plus connues d'Althusser, donc je vais simplement les résumer clairement, simplement, comme Althusser du reste les formule lui-même. La première thèse est la plus fameuse que vous connaissez, j'imagine, par cœur, c'est l'existence d'une coupure épistémologique, concept qu'il emprunte à Gaston Bachelard, qui avait évalué son M2 en 1947. La coupure épistémologique, c'est Marx, selon Althusser, c'est Marx lui-même qui en atteste en 1845 dans ses manuscrits qui deviendront l'idéologie allemande, quand il parle de, Marx écrit lui-même, la liquidation de notre conscience d'autrefois. La coupure épistémologique se situe donc au moment de l'écriture des manuscrits de Bruxelles en 1845. Des manuscrits qui sont connus comme vous savez, sous le titre de l'idéologie allemande. Bien que l'idéologie allemande comme texte, comme livre, va bientôt disparaître sous le poids de toutes les notes et de tous les manuscrits en fait qui ont été écrits à cette époque-là. Et donc, le texte et les manuscrits de 1945 représentent une critique de sa conscience d'autrefois, donc de sa conscience philosophique antérieure, qu'il qualifie de idéologique, n'est-ce pas? Selon Althusser, les thèses sur Feuerbach, qui font partie, enfin qui ont été retrouvées par Engels dans les manuscrits de 1945, les thèses sur Feuerbach représentent la parenthèse, la première parenthèse de cette coupure épistémologique. Les thèses sur Feuerbach, écrit Althusser, qui ne sont quelques phrases, marquent le bord antérieur extrême de cette coupure, le point où, dans l'ancienne conscience et l'ancien langage, donc en des formules et des concepts nécessairement déséquilibrés et équivoques, perce déjà la nouvelle conscience théorique. Althusser nous dit très clairement, cette coupure épistémologique se fait à la fois dans deux disciplines, l'histoire et la philosophie, ce qui donne naissance à deux nouvelles consciences théoriques, le matérialisme historique dans le domaine de l'histoire, historical materialism, et dans le domaine de la philosophie, le matérialisme dialectique. La coupure divise donc le travail de Marx en une période antérieure, dite idéologique, avant la coupure, et ensuite une période scientifique, après la coupure. Cette première période idéologique antérieure sera donc toute l'œuvre de jeunesse de Marx, donc tout ce qu'il a écrit jusqu'au manuscrit de Paris en 1944 et la Sainte Famille. Le moment de coupure se situe en 1945 avec les thèses sur Feuerbach et l'écriture des manuscrits de Bruxelles, des textes qui forment une autre entité qu'Althusser va appeler les œuvres de la coupure. Althusser divise ensuite la période scientifique également en deux périodes. Une première période de maturation représentée par les écrits de la période de la coupure, allant de 1945 à 1957, quand il commence à écrire les brouillons pour le Capital,
Et puis une période qu'Althusser appelle les œuvres de la maturation, des œuvres vraiment toutes attendez, non, excusez-moi. Donc les œuvres de la maturation, ça c'est de 45 à 57. 45 à 57. Donc c'est les œuvres antérieures aux premiers efforts de l'écriture du Capital, aux environs des années 1957, avec l'écriture de la Grundrisse. Ce sont donc toutes les œuvres antérieures à la Grundrisse, le manifeste du Parti communiste, Misère de la philosophie, les œuvres historiques sur la guerre civile en France. Et finalement, il y aura la dernière période qu'Althusser va appeler les œuvres de la maturité, et qui sont toutes les œuvres ayant fait partie de l'écriture du Capital à partir de 1857. On parle d'habitude de 2 périodes, mais en fait, il y en a 4 qu'Althusser résume très bien, articule clairement, et qui sont donc ici. Œuvre de jeunesse, œuvre de la coupure, œuvre de la maturité, œuvre de la maturation, œuvre de la maturité. Bon, il y aura aussi d'autres subdivisions et d'autres articulations, mais ce sont là les grandes lignes de la théorie de la coupure épistémologique. Et c'est dans ce contexte, et en articulant les différentes influences, même pour le jeune Marx, qu'Althusser propose de minimiser le rôle de Hegel dans la pensée de Marx, et de minimiser le rôle de Hegel même dans les périodes de jeunesse de Marx. Althusser essaie de montrer qu'en fait, dans ces toutes premières périodes, dans les tout premiers moments, Marx avait simplement repris une problématique de Kant et de Fichte, d'abord, ensuite, en un second moment, avait repris la problématique de Ludwig Feuerbach, mais qu'il y avait seulement un instant très limité au manuscrit de Paris de 1844, où Marx s'était vraiment attaqué à la problématique hegelienne. Althusser qualifie ce texte de 44 d'absolument unique. Il écrit « La problématique hegelienne inspire un texte absolument unique qui tente de façon rigoureuse d'opérer au sens strict le renversement de l'idéalisme hegelien dans le pseudo-matérialisme de Feuerbach ». Ce sont les manuscrits de 44. D'où, comme conséquence, Althusser nous dira, résultat paradoxal, qu'à proprement parler, sauf dans le presque ultime texte de sa période idéologique philosophique, il écrit « Le jeune Marx n'a jamais été hegelien, mais d'abord kantien fichteen, puis feuerbachien. La thèse couramment répandue de l'hegelianisme du jeune Marx, en général, est donc un mythe. » est donc un mythe. Alors, ce qu'il propose en parlant donc de Marx, et là je vais le citer, je ne crois pas que je l'ai ici, non. Jusque-là, il n'avait cessé de prendre ses distances par rapport à Hegel. Et si l'on voulait penser le mouvement qu'il avait fait passer de ses études universitaires hegeliennes à une problématique kantienne-fichtienne, puis à une problématique feuerbachienne, il faudrait dire que loin de s'en reprocher, Marx n'avait cessé de s'éloigner de Hegel. Bon, ensuite, en ce qui concerne la critique de Hegel faite par Marx au moment des écrits de jeunesse et de la coupure, donc dans les textes comme Critique de la philosophie de l'état de Hegel en 1948, l'introduction qui sera publiée en 1944, les manuscrits de Paris de 1944, la Sainte Famille, Althusser relègue la critique de Marx de Hegel à la critique de Feuerbach de Hegel. En d'autres mots, il semble indiquer que Marx ne fait que simplement reprendre la critique de Feuerbach.
La critique étant une critique de la philosophie hegelienne comme étant trop spéculative, comme étant une abstraction. Bon. Donc, Althusser réduit le rapport de Marx à Hegel à une reprise de Feuerbach. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur cette période 65, que je pense que vous connaissez peut-être le mieux, qui est la période de l'Althusser que nous connaissons tous, où il opère donc cette coupure épistémologique pour essayer d'évacuer Hegel de Marx. Et c'était une coupure épistémologique qu'il avait, comme je vous avais suggéré, proposée en premier lieu en anticipation dans sa propre lecture de Hegel. Comme vous vous rappelez, en 1947, il avait proposé cette coupure entre le Hegel de la phénoménologie de l'esprit en 1806 et le Hegel des principes de la philosophie du droit en 1820. Il avait donc parlé de textes malheureux, de la vieillesse de Hegel sur la philosophie du droit et la philosophie de l'histoire. Il avait qualifié ces textes de malheureux et dans son analyse les avait coupés de la véritable philosophie hegelienne qui se développait dans la phénoménologie de l'esprit et dans la science de la logique. Et on voyait donc déjà cette idée de faire des coupures qu'on retrouvera fameusement dans les années 60, mais concept de coupure qui deviendra important ou qui sera théorisé par Althusser plus tard, pendant la fin des années 60, et qui deviendra fondamental, je pense, dans sa manière de pratiquer la philosophie. Fondamental à sa manière de pratiquer la philosophie, encore une fois, grâce à Lénine. Le chemin qui ne mène nulle part. Le chemin qui ne mène nulle part, mais pourtant, dans cette communication Lénine et la philosophie, à laquelle on viendra en 1968, Althusser analyse la pratique philosophique de Lénine, qui est de faire des démarques décisives. C'est les mots d'Althusser, des démarques décisives. Ce sont des démarques entre le vrai et le faux, entre la science et l'idéologie. Il écrit « Lénine définit donc l'essence ultime de la pratique philosophique comme une intervention dans le domaine théorique. Cette fonction consiste à tracer une ligne de démarcation à l'intérieur du domaine théorique entre des idées déclarées vraies et des idées déclarées fausses, entre le scientifique et l'idéologique. » Un exemple de démarcation dans le travail de Lénine, par exemple, ce serait de décider de lire Hegel en matérialiste. Et quand vous regardez les cahiers philosophiques de Lénine, donc ces lectures de Hegel, c'est un des courants constants dans son travail, dans ses lectures, dans ses annotations, c'est cette idée de lire Hegel en matérialiste. Pour Lénine, c'était de le renverser. Mais donc d'interpréter tout ce que Lénine écrit en tant que matérialiste. Et ça, c'était, je pense que ce serait une des lignes de démarcation, comme Althusser utilise cette expression, pour parler d'une certaine pratique de la philosophie. De faire des démarcations et de se positionner. C'est une pratique philosophique qu'Althusser va retrouver dans Lénine et enfin, il dit qu'il retrouve ça dans Lénine, comme nous savons tous, quand quelqu'un retrouve quelque chose, c'est plutôt qu'il le projette dans sa lecture de Lénine. Mais de toute façon, c'est cette pratique de tracer les lignes de démarcation que Althusser va aiguiser d'abord dans l'œuvre de Hegel et puis ensuite dans l'œuvre de Marx. Et encore, avant de passer,
il est important de aussi s'arrêter pour une seconde à la notion de renversement qu'on retrouve ici en 1965. Parce que ça, ce sera un courant qui traversera tout le travail d'Althusser. Le rejet de la notion de renversement. Mais il va rejeter la notion de renversement de manière différente à travers toutes ces époques. Vous vous rappelez, en 1950, il rejette le renversement. Non, en 1947, il rejette l'idée de renversement parce que, en fait, la dialectique qu'il soutient, la dialectique hegelienne qu'il soutient, est une circularité plutôt qu'une hiérarchie, n'est-ce pas? En 1947, l'idée, c'est qu'on ne peut pas renverser un cercle, ok? On ne peut pas renverser une circularité. Donc ça ne fait pas de sens de penser à ça comme un renversement, mais plutôt comme un tournant. Par contre, en 1965, pour Marx, particulièrement dans une troisième partie de cette collection, c'est un texte qui est intitulé « Contradiction et surdétermination, note pour une recherche ». Althusser revient sur l'expression de renversement, des renvers, et il s'attaque particulièrement à cette formule. J'irai plus loin, il dit je ne sais pas si j'ai ce passage, j'irai plus loin en suggérant que dans l'expression connue, la dialectique chez Hegel est la tête en bas, pour découvrir dans la gangue mystique le noyau rationnel, il faut la renverser. Dans cette formule, la formule de renversement n'est qu'indicative, voire métaphorique, et qu'elle pose autant de problèmes qu'elle en résout. Ça, c'est en 65, donc. Donc, il commence, encore une fois, à essayer d'évacuer la notion de renversement, et ici, il commence à utiliser des mots comme décortiquer, épurer. Il parle de décortiquage du noyau, le noyau étant la dialectique. Décortiquer pour extraire quelque chose de rationnel, de viable dans la pensée de Hegel. On dirait qu'il commence, c'est plus une question de circularité, mais c'est plutôt une question de trouver le noyau à l'intérieur de cet objet et d'éplucher la peau et de trouver ce qu'il y a qui marche à l'intérieur et de se séparer de tout ça, de se séparer de la peau, de se séparer de ce qui n'est pas essentiel pour trouver le noyau. Et ça, c'est la manière dont Lénine parle de Hegel. Donc en 65 déjà, il utilise une nouvelle métaphore qui est le décortiquage plutôt que le renversement. Et éventuellement, dans la fin des années 69, ce sera une question d'épurage. On verra. Le mot-clé ici, c'est extraction. En développant cette thèse, Althusser va proposer que ce n'est pas une extraction pure et simple, mais qu'il y a en fait, plutôt qu'une extraction, une substitution. Donc plutôt tout un développement d'une nouvelle philosophie sur la base du concept de la dialectique. C'est donc plutôt un dépassement ou une création nouvelle que Marx fait et qu'Althusser veut rigoureusement rechercher pour trouver, selon ses mots, une recherche et une conception rigoureuse de ce qui leur appartient en propre, c'est-à-dire de ce qui les distingue pour toujours de leur fantôme. On pourrait donc conclure cet interlude des années 1965 avec le dernier paragraphe de cet article, Contradiction et surdétermination, qui lui est écrit en juillet 1962 et qu'on retrouve ici. Plus que jamais,
il dit « Il importe de voir aujourd'hui qu'un des premiers fantômes est l'ombre de Hegel. » On pourrait lier ça à tout le séminaire sur l'ombre de Nietzsche d'il y a quelques années. Il faut un peu plus de lumière sur Marx pour que ce fantôme retourne à la nuit, ou ce qui est tout un peu plus de lumière marxiste sur Hegel lui-même. À ce prix, nous échapperons au renversement, à ses équivoques et ses confusions. Et donc, on voit ici tout l'effort de distancier Marx de Hegel. « 1965. Fast forward. 1967. Sur le rapport de Marx à Hegel. Alors, en 68, on est déjà donc dans une période d'autocritique. Althusser revient sur ses propos. Il revient sur la coupure épistémologique qu'il avait opérée entre Marx et Hegel depuis 1950 à 1965. Ce texte, donc, sur le rapport de Marx à Hegel, présenté dans le séminaire de Jean Hippolyte, comme je vous avais dit, essaye donc de tracer la dette de Marx à Hegel. Okay. Donc on est déjà dans un autre, orbit, n'est-ce pas? Et on l'entend très clairement en 68, quand il écrit « Reste un point, tout ce que nous avons publié sur Hegel laisse en effet de côté l'héritage positif dont Marx est, de son propre aveu, redevable à Hegel. Marx a transformé la dialectique hegelienne, mais il doit à Hegel ce don capital, l'idée de la dialectique. De cela, nous n'avons pas parlé, je voudrais en dire un mot. » Et alors, de ce qu'il développe, maintenant, à partir de 68, c'est ce qu'il retrouve de plus important dans cette dette de la dialectique, dette de Marx à Hegel. C'est la dialectique en tant que procès sans sujet, comme j'avais commencé à expliquer. Mais soyons clairs, c'est Marx qui extrait de Hegel l'idée d'un procès sans sujet. Parce que chez Hegel lui-même, il y a un autre sujet qui opère à travers l'histoire. Et ce sujet, c'est bien sûr l'idée, qui devient l'idée absolue. Je sais bien que finalement, il écrit, il y a chez Hegel un sujet à ce procès d'aliénation sans sujet. Mais c'est un bien étrange sujet, sur lequel bien des remarques importantes seraient à faire. Ce sujet, c'est la téléologie même du procès, c'est l'idée dans le procès d'auto-aliénation qui la constitue comme idée. Il y a donc procès sans sujet humain pour Hegel, procès sans anthropologie, mais avec un sujet qui est l'idée grand I, et bien sûr la téléologie. Cela donc sera remplacé par Marx. Donc c'est là la dette, mais le remplacement, n'est-ce pas? On arrive au noyau, mais ce n'est pas simplement le noyau, c'est quelque chose d'autre, un remplacement. Et ce sera donc la contribution entière de Marx, pas de Hegel. Selon Althusser, cette idée de procès, son sujet représente la dette de Marx à Hegel, une dette, mais en même temps, ce que Marx lui-même remplacera.
Je crois, il dit, pouvoir affirmer cette catégorie de procès sans sujet qu'il faut certes arracher à la téléologie hegelienne, représente sans doute la plus haute dette théorique qui relie Marx à Hegel. Qu'il faut arracher, n'est-ce pas? Transformer, prendre, mais transformer. Bon. Et en 68, je dirais que Althusser termine sa présentation d'une manière un peu énigmatique. Ce qui est clair, c'est qu'on sait quelle est la contribution majeure de Hegel à Marx. Nous la connaissons maintenant. Mais ce qui n'est pas clair, c'est quelles sont les implications. Et il termine son article en 68 avec une discussion de ce concept de procès, de processus. Il revient à la note de l'édition française de Marx du Capital que Marx avait rajoutée. Vous savez bien, bon, le Capital a été publié pour la première fois en 1867, mais Marx a travaillé, élaboré, travaillé en conjonction avec le traducteur Roy, R-O-Y, qui a traduit la version, le Capital, et qui l'a publié en 1872 en français. Et c'est cette édition de 1972 que Marx avait ajouté beaucoup de notes, avait corrigé la traduction, il était très fier. Je veux dire, c'est peut-être, pour certains lecteurs, c'est la traduction définitive. C'est la version définitive du Capital. Parce que les ajouts et les lectures que Marx a fait à cette version française en 1872, qui part en 1872, n'ont pas été faites par Marx sur la version allemande. Donc Engels essaiera de les faire, mais pour ceux qui veulent retrouver la main vraiment de Marx, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, c'est cette version en 72. Et en 72, Marx avait ajouté toute une petite note sur le mot procès. D'où, pour Althusser, l'importance de ce concept. Et il en trace un peu l'histoire linguistique, philologique. Il parle d'en France d'abord l'introduction d'une manière timide. Ça avait été introduit en français à travers le latin, processus, et ensuite ça avait été pris en chimie, en physiologie, etc. Que ça avait aussi une connotation juridique, comme un procès juridique. Et donc que Marx s'était vraiment penché sur ce concept de procès. Et c'est sur cette base qu'Althusser développe cette idée de l'importance de la catégorie de procès qui deviendra pour Althusser le procès sans sujet, donc à l'encontre de Kojève. Ok. Et quel est ce sujet qui n'est pas? Quel est ce procès sans sujet? En fin de compte, est-ce qu'il pourrait y avoir un procès sans sujet? Certainement, pour Althusser, ce n'est pas un sujet humain et ce n'est pas une anthropologie. Mais qu'est-ce que deviendrait ce procès pour Althusser? Bon.
il y a une indication, à un moment donné, une indication qui semble suggérer que, en fait, le sujet non humain qui est au cœur de ce processus, c'est les masses, mot d'Althusser. Et on dirait que c'est les masses qui sont le non-sujet de ce processus. Non pas l'homme, l'humain, mais les masses. C'est dans une discussion Althusser qui est en train de se poser la question comment rendre compte de la découverte scientifique de Marx. Et c'est ici qu'on retrouve l'idée que ce ne sont pas les individus qui font l'histoire, ce ne sont pas les humains, ce n'est pas la subjectivité humaine, ce n'est pas l'anthropologie qui est au cœur du développement historique, ce sont plutôt les groupes, les formations, les masses. Tristan, oui. Titouan, pardon. Oui, j'ai du mal à comprendre comment on passe d'un procès sans sujet à l'analyse d'un procès dont le sujet est un sujet non humain. Ouais. Parce que le procès. Ouais. C'est que. Le sujet, c'est l'idée chez Hegel, mais c'est pas l'idée, elle est pas humaine du tout. Oui, exact. Oui. Alors, la notion que pour Hegel, ce serait un procès de l'idée qui n'est pas humain, mais simplement de l'idée, je dirais que ça, Althusser veut garder de sa lecture de Hegel, en contraste avec Kojève. Ok ? Et donc, quand il dit sans sujet, ça devient, bon, j'ai bien dit, c'est énigmatique, ça devient sans sujet humain. Ok ? Donc, la thèse principale, la contribution principale, c'est que c'est un procès sans sujet humain, disons, et je dirais qu'en fait, ce que ça devient, c'est un procès où ce qui se développe est développé par les masses. Et donc pas un individu humain, pas l'humain, pas ce qu'ils appelaient l'homme à l'époque, mais c'est une classe ou une masse, un groupe. Voyons. Je crois que c'est ça qu'il entend dire quand il propose à la fin de son texte que la dialectique réelle de l'histoire ne se fait pas par les individus, par les humains, qu'il ne s'agit pas d'une anthropologie, mais quelque chose qui a à faire avec les rapports de la lutte de classe. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux, je dirais, il faut faire un petit retour sur ce que propose Althusser sur la découverte de Marx. Parce que ce qu'Althusser propose, c'est que Marx a ouvert tout un continent scientifique qu'il appelle le continent de l'histoire. Il dit que c'est l'une des 3 plus grandes inventions scientifiques, les autres étant l'invention du continent mathématique et le deuxième étant le continent physique. Alors le continent mathématique, il attribue ça aux Grecs, le continent physique, il attribue ça à Galilée, et chacun de ces continents ont donné naissance éventuellement
à une nouvelle philosophie, selon Althusser. Les mathématiques ont donné naissance à la philosophie de Platon. Le continent physique a donné naissance à la philosophie de Descartes. Le grand continent de l'histoire qui a été ouvert par Marx, selon Althusser, qui a donc fondé cette nouvelle science, science de l'histoire, des formations sociales, a donné naissance, il dit, à une révolution dans la philosophie annoncée par la 11e thèse sur Feuerbach, fin de la philosophie classique, non plus interprétation du monde, mais transformation du monde. C'est donc la découverte scientifique de l'histoire, l'une des plus grandes inventions humaines, la découverte de l'histoire qui représenterait donc, selon Althusser, fusion de mouvements ouvriers et ensuite création d'une philosophie ou d'une pratique philosophique. La découverte se rencontre à travers l'idée de la dialectique du processus, mais d'un processus qui reflète quelque chose de différent ici que simplement l'idée, et qui n'est pas simplement l'humain. Maintenant, ce qu'il va proposer, Althusser, c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage. Quand il y a un nouveau continent qui s'ouvre, il y a un décalage avec la philosophie. La philosophie n'arrive pas en même temps. Elle arrive après. Elle se développe dans l'ombre de cette nouvelle science. Selon Althusser, donc, Platon développera sa philosophie dans l'ombre de la découverte des mathématiques, Descartes développera sa philosophie dans l'ombre de la découverte de la physique de Galilée, et j'ai cette impression que pour Althusser, la philosophie marxiste ne s'est vraiment pas encore développée. Certainement, elle ne s'était pas développée à l'époque 1867, quand Marx publie Le Capital. Donc, ce qui va avec son interprétation de la coupure épistémologique entre idéologie et science, n'est-ce pas, en 1845 chez Marx, produit la naissance d'une science de l'histoire, mais pas encore d'une philosophie. Et c'est pour cette raison que Althusser va chercher chez les acteurs politiques l'articulation d'une philosophie. L'articulation d'une philosophie marxiste qui serait le produit de cette découverte scientifique. Et c'est, je pense, la raison qu'il passera son temps et qu'il commence déjà en 1950, une fois qu'il a évacué Hegel, qui passera son temps à essayer d'élaborer ici la pensée de Lénine. Avant ça, en fait, il avait essayé d'élaborer, pendant que Staline était encore acceptable de mentionner Staline, il avait essayé de développer la philosophie de Staline pour essayer de développer une philosophie marxiste. Il essaye aussi avec Mao,
particulièrement sur la contradiction de Mao, pour essayer de développer une philosophie marxiste. Mais on voit très bien ici que quand il est en train de travailler Lénine en 68, en 69, qu'il avait d'une certaine manière ignoré en 1950, rappelez-vous la critique du reste, rappelez-vous la critique d'Henri Lefebvre de ce texte d'Althusser de 1950, qui lui-même disait « Mais attendez, Lénine s'était retourné à Hegel, il avait fait quelque chose avec Hegel, donc on ne peut pas simplement évacuer, c'est pas simplement un retour, le retour n'est pas toujours un révisionnisme fasciste, non, en fait ça peut être... Ouais. Donc là, en 68-69, quand il est en train de vraiment développer des thèses sur Lénine, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de développer une philosophie qui marquerait cette nouvelle période philosophique dans laquelle il se trouve. Je ne sais pas si on s'y trouve, mais certainement Althusser s'y trouve, n'est-ce pas ? Parce que, donc, ce développement de cette nouvelle science est arrivé, comme toute science, sans philosophie. Et il faut la développer. Donc, et je dirais que l'effort de, premièrement, développer l'idée d'un procès sans sujet, qui deviendra procès sans sujet humain. Ces procès sans sujet, ça se développe en réaction contre cette anthropologisation de Kojève. L'idée, c'est non, il n'y a pas de sujet, entre parenthèses, humain. Right? Bien sûr, il faut relire Hegel pour trouver qu'il y avait un processus au centre, processus qu'on retrouvera chez Marx. En fait, processus qui sera plus évident chez Marx, selon Althusser. Je ne suis pas sûr si je suis d'accord, mais on est en train de lire Althusser. Et c'est pour cette raison, du reste, qu'il fait cette proposition. C'est dans un des deux textes sur Lénine. Il fait cette proposition de dire, vous savez, Lénine avait écrit fameusement, il y a un passage de Lénine qui est que tout le monde cite par cœur, de ses cahiers philosophiques de 1914, où il dit on ne peut pas comprendre Hegel tant qu'on n'a pas lu le Capital, n'est-ce pas ? C'est un passage très, très souvent cité, c'est peut-être le passage le plus cité. Il dit, depuis 150 ans, personne n'a compris Hegel, en fait, parce que personne ne l'a lu à travers Marx. Bon, il y a beaucoup de commentateurs qui font la blague. En fait, Lénine n'avait pas lu Hegel lui-même jusqu'en 1914. Donc, bon, est-ce que je me trompe ? Lénine dit, on ne peut pas comprendre... Pardon. Attendez, je vais trouver ce passage. C'est à l'envers. Attends. Oui, exactement. Attends, je vais trouver le passage exact.
ce passage, donc le passage dans Lénine, le plus fameux, c'est vous le connaissez par cœur, n'est-ce pas? Ouais, parfait. Dites-moi un mot que je la retrouve. On ne peut pas comprendre pleinement le Ok. capital sans avoir beaucoup étudié et sans avoir compris toute la logique de Hegel. Exactement. Ok. Aphorisme. Merci. Aphorisme, il écrit. On ne peut pas parfaitement comprendre le Capital de Karl Marx, et en particulier son premier chapitre, sans avoir étudié à fond et compris toute la logique de Hegel. Donc, pas un marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Ok? Bon. En d'autres mots, et c'est de là où il y a... C'est vraiment de ce passage-là qui donne naissance à tout ce commentaire sur la relation entre le premier chapitre du Capital et la logique de Hegel. Alors, bien sûr, et donc il y a toujours des commentaires parce qu'en fait, Lénine lui-même n'avait pas lu la logique de Hegel jusqu'en 1914 et pourtant il avait fait de bonnes analyses du Capital, hein, n'est-ce pas? Bon, ok. Ce que Althusser propose ici, donc il fait un renversement, lui, et ce qu'il propose, c'est que on ne peut ce que lui il propose, c'est qu'on ne peut pas comprendre Hegel si on n'a pas lu le Capital de Marx. Ok. Donc, il propose le renversement de cet aphorisme. Ok. Et là aussi, il y a un petit passage, je ne le retrouve pas, excusez-moi. On ne peut donc comprendre Hegel qu'une fois qu'on a compris Marx, qu'on a lu Marx. Bon. Revenons où nous en étions. Bon. Donc je dirais que c'est une élaboration. Ce qu'Althusser essaye de faire, c'est de créer une nouvelle pratique philosophique. Ce qu'il retrouve chez Lénine, c'est une nouvelle pratique philosophique. Et selon lui, on a besoin de cette nouvelle pratique philosophique parce que la philosophie vient en retard. Mais la question devient, quelle pourrait être cette pratique philosophique? Alors, elle doit ressortir de la 11e thèse sur Feuerbach. Elle doit ressortir du fait que la philosophie doit être complètement différente, qu'elle ne peut pas simplement interpréter, qu'elle doit changer le monde, etc. Mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Et je dirais que c'est tout le travail qu'il fait. Et du reste, peut-être que c'était même le travail qu'il faisait dans les années 1940, juste après la guerre, d'essayer de donner une philosophie
à une pensée économique, n'est-ce pas? Enfin, il essayait en 46, en 47 de le faire à travers la pensée chrétienne. Et Hegel, il le fait ici à partir de Lenin, right? Mais toute l'idée, c'est comment arriver à une nouvelle pratique philosophique. Et je dirais que où il arrive, finalement, et ce qu'il propose, c'est de penser à un procès sans sujet humain, mais un procès à travers les masses. Ok. Et notez bien que donc il attribue ça en partie à Hegel, mais il veut simplement dire que non, en fait, c'est Marx qui l'a dépassé. Voyons. All right. Donc, et il dira explicitement, là, Marx ne doit plus rien à Hegel. Sur le point décisif, il apporte quelque chose qui n'a pas de précédent, à savoir, il n'est de procès que sous des rapports, les rapports de production, à quoi se limite le capital, et d'autres rapports politiques et idéologiques. On voit donc un peu ce même mouvement, le même départ, le même dépassement de Hegel. En même temps, bien sûr, c'est très dialectique. Alors, une fois encore, ce n'est pas un renversement. Et là encore, il le dit encore une fois. C'est quelque chose de complètement différent ici, en 68, quand il écrit sur Lénine. C'est quelque chose autre que le renversement. Il écrit renversement de la tendance idéaliste dans la dialectique. Non, c'est quelque chose qui concerne la dialectique. Ici, la métaphore du renversement ne sert plus à rien. Elle est remplacée par une autre. Renverser la dialectique hegelienne, c'est la démystifier. Séparer le noyau rationnel de l'enveloppe irrationnelle. Cette séparation n'est pas un tri, en prendre et en laisser, ce ne peut être qu'une transformation. La dialectique de Marx ne peut être que la dialectique hegelienne transformée. Ok. All right. Bien. Alors, deuxième texte, autre texte, c'est donc un texte Lénine et la philosophie qu'il donne le 24 février 1968 et qui est présenté à la Société française de philosophie. Jean Hippolyte encore est présent et du reste Hippolyte posera des questions assez intéressantes à la fin sur Lénine et ses cahiers philosophiques. Bon, alors, ce qui est important ici, ce sont plusieurs choses. C'est que Althusser ne s'intéresse pas à la philosophie de Lénine. Okay? Il ne s'intéresse pas au contenu philosophique des écrits de Lénine. Il s'intéresse à la relation entre Lénine et la philosophie. Okay? Et c'est important parce que ce qu'il va essayer de retrouver ici, encore une fois, c'est une pratique philosophique différente. Et ce qui importe, ce n'est pas le contenu de la philosophie, mais qu'est-ce qu'on fait avec la philosophie? La communication de Louis Althusser commence en fait avec une épisode historique dans laquelle Lénine avait été invité par Gorky à discuter de la philosophie avec les philosophes empiriocritiques, donc les philosophes de l'empiriocriticisme, donc
qu'il critiquait, donc qui étaient les cibles de son livre Matérialisme et empiriocriticisme. Donc il est invité à donner une communication philosophique devant ces autres philosophes antagonistes. Et il dit, bien sûr, je vais venir, mais je ne vais pas donner un discours philosophique, je vais parler de politique. Il dit, je ne vais pas faire de la philosophie, il dit, parce que ça divise la philosophie. Althusser écrit, si la science unit, et si elle est unie sans diviser, la philosophie divise, et elle ne peut unir qu'en divisant. Donc Lénine est prêt à parler de politique, de créer des alliances, mais non pas de parler de philosophie. Et c'est ça qui motive le travail d'Althusser. C'est cette relation de Lénine à la philosophie. Et donc, la question qui l'intéresse, ce n'est pas la philosophie de Lénine, mais la position de Lénine envers la philosophie. Et donc, Althusser dit, c'est ainsi que je voudrais d'entendre mon titre, Lénine et la philosophie. Non pas la philosophie de Lénine, mais Lénine sur la philosophie. Et donc, la philosophie qui devient un objet, n'est-ce pas? Un objet d'étude, un objet de réflexion. Lénine, selon Althusser, voulait faire de la philosophie d'une manière entièrement différente de tous les philosophes universitaires. Les philosophes universitaires, eux, ils ne font que ruminer. Leur philosophie n'est que rumination. Lénine, par contre, comme Althusser écrit, traite la philosophie autrement. Je la pratique, comme voulait Marx, conformément à ce qu'elle est. C'est en quoi je crois être matérialiste dialectique. Il dit en ventricularizing Lénine. Alors, donc, Althusser essaye donc de placer Lénine dans le courant de la philosophie marxiste, courant qui a été développé à partir de la 11e thèse sur Feuerbach. Comme je vous avais expliqué, on est à un moment donc de fondation philosophique. Il y a une science est peut-être fondée, mais il faut élaborer maintenant une philosophie qui irait avec. Donc le moment c'est le moment maintenant de chercher cette philosophie marxiste. Lénine le fait en allant au Capital de Marx. C'est Lénine qui proposait qu'il fallait faire ça, que c'était l'étape qu'il fallait faire, c'était essayer de trouver la philosophie dans la dialectique qui se trouve dans le Capital. Bon. Et on est donc au moment, Althusser dit, où la philosophie marxiste va, dans ces mots, se lever. Bon, alors, mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Qu'est-ce que ça nous donnerait? Quelle serait cette pratique philosophique de Lénine? Alors, c'est là où il développe ses thèses sur la notion des démarques décisives, de faire des démarcations décisives, et non seulement de faire des démarcations décisives, comme de lire Hegel en matérialiste, mais, et c'est la chose la plus importante, de prendre parti en philosophie. Il faut, selon Althusser, prendre parti. Althusser écrit à la page ça c'est dans Lénine et la philosophie,
il y a un passage juste avant celui-ci où il écrit « Lénine constate simplement que toute philosophie prend parti en fonction de sa tendance fondamentale contre la tendance fondamentale, à travers les philosophies qui la représentent. » Il est donc en train de... Il écrit ça, en fait, contre les philosophes typiques qui ne veulent pas prendre parti, qui pensent que par objectivité, il y a vérité. Non, pour Lénine, il faut prendre parti, et là, il faut prendre parti dans une lutte, dans la lutte des classes, ce qui donne finalement cette proposition. Vous savez, on peut reprocher ça d'une certaine manière au Foucault des années 1972, 73, particulièrement dans ses cours à Rio sur la vérité et les formes juridiques, où il dit que nous sommes sous l'emprise de ce grand mythe qui avait été formé depuis les Grecs, qu'il ne peut y avoir de vérité que où il n'y a pas de politique, n'est-ce pas ? Qu'il ne peut y avoir d'objectivité que si on ne prend pas parti. Et comme vous savez, fameusement en 73, Foucault dit que c'est Nietzsche qui a vraiment brisé ce mythe, et que nous, il faut continuer dans ce chemin nietzschéen. Je dirais qu'il y a quelque chose de parallèle ici, que les philosophes typiques ne veulent pas prendre parti, mais que c'est en fait la nouvelle pratique de philosophie. Et comme Althusser écrit, la philosophie serait la politique continuée, d'une certaine manière, dans un certain domaine, à propos d'une certaine réalité. La philosophie représenterait la politique dans le domaine de la théorie, pour être plus précis, auprès des sciences. Et vice-versa, la philosophie représenterait la scientificité dans la politique, auprès des classes engagées dans la lutte des classes. Ces derniers mots, ce que le marxisme introduit de nouveau dans la philosophie, c'est une nouvelle pratique de la philosophie. Le marxisme n'est pas une nouvelle philosophie de la praxis, mais une praxis nouvelle de la philosophie. Cette nouvelle pratique de la philosophie peut transformer la philosophie et de surcroît aider à sa mesure à la transformation du monde. Aider seulement car ce ne sont pas les théoriciens savants ou philosophes, ce ne sont pas non plus les hommes qui font l'histoire, mais les masses, c'est-à-dire les classes alliées dans une même lutte de classe. Bon, et je crois que c'est ici qu'on retrouve cette idée de procès sans sujet, mais par les masses, par les classes, dans la lutte des classes. Bon, alors, il y aura finalement, dernier texte, Lénine devant Hegel en 1969. Althusser reprend sa critique de la notion de renversement. Il dit que, encore une fois, ce n'est pas renversement, mais maintenant c'est quelque chose de différent. En fait, ce qu'il y a, c'est cette nouvelle pratique philosophique. C'est ça tout le changement. Donc ce n'est pas un renversement de l'idéalisme en matérialisme qui a été né avec la science,
de Marx, c'est en fait une nouvelle pratique philosophique. Il écrit, autrement dit, Lénine ne lit pas Hegel pour remettre sur ses pieds, sous la forme d'un système matérialiste, le système idéaliste absolu de Hegel. Il adopte, pour lire Hegel, une nouvelle pratique philosophique, une pratique qui découle du point de vue de classe prolétarien, c'est-à-dire matérialiste dialectique. Bon, alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que, voici donc peut-être le dernier renversement de ce concept de renversement, ce n'est pas une circularité, ce n'est pas un épluchage, ce n'est pas un noyau. En fait, c'est une nouvelle pratique philosophique. Une nouvelle pratique philosophique qui est d'adopter un parti pris. D'adopter un parti pris qui est celui du point de vue de classe prolétarien. Selon Lénine, les mots d'Althusser. Donc ce n'est pas un renversement typique ici non plus, c'est simplement de prendre un autre point de vue, de prendre parti pris, mais d'une perspective autre, de se lancer dans une pratique philosophique qui fait parti pris d'une lutte. Alors, quelle conclusion pourrait-on discerner ici? Alors, j'essaye de vous présenter quelques conclusions, puis ensuite on peut peut-être avoir quelques minutes de réflexion ensemble. Alors, premièrement, cette notion de dette, que, en fin de compte, Althusser, qui en 1950 voulait simplement évacuer Hegel, en 1965 aussi essaye d'évacuer, mais finalement, je dirais que tout retombe sur le fait qu'il y a une dette, la dette de Marx à Hegel. Cette dette, il nous dit, c'est le procès sans sujet. Il me semble que cette notion de dette est très importante pour nous dans la manière dont on réfléchit sur les textes de philosophes. C'était sur cette idée de dette, en fait, que j'avais terminé la situation des cours de Foucault sur Nietzsche. Vous vous rappelez que une des dernières références à Nietzsche dans le corpus de Foucault, c'était en 1984, quelques mois avant sa mort, quand il essaye d'analyser et de réinterpréter le passage fameux dans un des dialogues platoniciens à la fin de la vie de Socrate, quand Socrate dit, la dernière chose qu'il dit à un de ses amis, c'est qu'on doit un coq à... Et bien sûr, tout le monde se demande qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et Foucault, du reste, passe tout un passage à décrire les différentes manières d'interpréter ce passage. Il rejette l'interprétation de Nietzsche, du reste. Nietzsche avait donné une interprétation assez provocatrice. Il avait proposé que finalement, en fait, à la fin de sa vie,
Socrate avait changé sa position finalement. Et qu'il fallait faire attention, parce que même quelqu'un comme Socrate, en fait, en fin de compte, face à la mort, peut changer ses positions. Mais Foucault développe ça, et c'est la dernière référence à Nietzsche. Et j'ai toujours trouvé, en fait, que peut-être qu'il y avait une certaine reconnaissance de la part de Foucault de sa propre dette à Nietzsche. Et ce que j'avais proposé, en fait, c'est que la notion de dette est assez perspicace, peut-être, en ce qui concerne nos propres dettes envers des autres penseurs, les écrits d'autres penseurs. C'est qu'en fait, la dette est une beaucoup meilleure manière de penser à la relation au texte des autres que la manière dont on parle d'habitude, qui est la notion d'influence. D'habitude, on se dit que quelqu'un a influencé un autre penseur. On dit que Nietzsche a influencé Foucault. On dit que Hegel a influencé Marx. Et souvent, on utilise même on pousse ça même à dire que, par exemple, Foucault était nietzschéen, par exemple, ou que Marx était hegelien, n'est-ce pas ? Eh bien, je trouve que cette manière de parler est une illusion. Une illusion parce que, en fait, on ne fait qu'interpréter des textes. C'est la seule chose que nous faisons. C'est la seule chose que nous faisons ensemble ici. C'est interpréter des textes. Il n'y a pas, en fait, de consistance, de substance à Nietzsche, à part ces textes, pour nous, aujourd'hui. Et il n'y a pas d'unité dans ces textes. Il n'y a pas une philosophie unie, particulièrement pour des penseurs comme Nietzsche, mais même pour des penseurs comme Kant, qui sont interprétés de manière entièrement différente. Nietzsche, certainement, a été tiré de tous les côtés, par les fascistes, par les antifascistes, par Heidegger, par Bataille. Je veux dire, les ombres de Nietzsche, il y en a tellement. Mais il n'y a pas de Nietzsche. Et de dire que quelqu'un est nietzschéen, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de Nietzsche et qu'il n'y a pas de cohérence à une philosophie nietzschéenne, ça ne veut rien dire. Et qu'on ne peut pas finir, on ne peut pas prétendre que quelqu'un est sous l'influence d'un autre penseur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit une dette, n'est-ce pas ? Qu'on doit une dette à des textes, et non pas vraiment à une personne, mais à des textes. C'est très difficile dans le langage courant d'être fidèle à cette idée, parce qu'on a l'habitude d'utiliser des raccourcis. Donc on parle de Nietzsche, et là on parle d'Althusser. Mais j'essayais, en allant à travers toutes ces étapes d'Althusser, de vous montrer qu'on ne peut pas en fait parler d'Althusser. On peut parler de ces textes de 1947, ou ce texte de 1950, ou ce texte de 1969. Mais même ici, on ne peut pas parler d'une influence. On ne peut parler que
de lecture de texte, d'interprétation de texte et de projection sur les textes, n'est-ce pas? On lit des textes qui nous donnent des dettes. Souvent, on lit des textes parce qu'on nous dit de les lire, ou parce que la conversation à laquelle on va participer utilise des textes comme forme de langage, n'est-ce pas? Comme raccourci. En d'autres mots, et souvent on utilise des noms de philosophes comme raccourci, bien sûr. C'est un instrument linguistique. Mais ce que je dirais, c'est que donc cette notion de dette est importante à garder et à repenser. Et en partie, là je vais faire juste une petite parenthèse qui provient d'une discussion qu'on a eue mardi quand on a pris un verre après le séminaire, et je vous invite, si vous voulez, à prendre un verre ce soir, parce que je ne vais pas vous revoir avant la nouvelle année, je crois. Ce sera en janvier qu'on se revoit. Très petite parenthèse, c'est qu'on m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé du fait que Althusser a tué sa compagne. Et ça a beaucoup à faire avec le fait qu'on étudie des textes et pas la personne. Alors ça cause problème et c'est quelque chose que je dirais n'est pas résolu chez moi. Donc parce que j'ai souvent pris parti de ne pas parler, par exemple, de Heidegger parce qu'il était membre du parti nazi. Donc il y a des inconsistances, peut-être. Et c'est à résoudre. Mais je pense que cette notion que ce sont des textes qu'on élabore et non pas une personne est importante à penser quand on se pose cette question. Bon. Je dirais aussi que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai plusieurs vies. Une autre de mes vies, c'est je suis un avocat, je représente les condamnés à mort. Althusser n'a pas été condamné à mort. Il a été excused pour aliénation. Donc, mais je passe la plupart de mon temps avec des gens qui ont tué. Et je passe la moitié de ma vie au moins comme avocat des condamnés à mort. Donc je ne sais pas si ça joue un rôle aussi. Bon, de toute façon, parenthèse. Deuxième chose. Alors la deuxième chose, c'est que je pense que ce qui est vraiment intéressant ici dans ces textes, c'est de proposer tous des moyens différents de chercher des fondements pour une philosophie. Alors, beaucoup de gens, en cherchant une philosophie marxiste, sont allés vers le capital, vers le domaine scientifique, économique. Et donc, tout un autre valant sont allés vers
le jeune Marx, tout un mouvement dans la philosophie marxiste depuis les années 1930, avec la publication des manuscrits de jeunesse, a été de retrouver ce jeune Marx. Lukács, bien sûr, avec le jeune Hegel, Gramsci aussi, Kojève, Marcuse, au point aujourd'hui où je pense que peut-être on connaît presque mieux les jeunes manuscrits, les manuscrits du jeune Marx qu'on ne connaît le Capital en fait. Donc il y a eu tout cet effort. Mais dans ces textes-là, ces textes qu'on a lus, à partir de 1950, je dirais qu'on retrouve toute une autre direction pour le développement d'une philosophie. C'est d'évacuer, en fait, le jeune Marx pour chercher quelque chose de philosophique après. L'idée étant que la philosophie suit les développements ici de l'histoire scientifique, qu'il y a une ouverture d'un champ philosophique qui doit se faire, qui veut dire qu'il faut chercher cette philosophie après le coup. Non pas de revenir à Kant, non pas de revenir à Fichte, non pas de revenir à Feuerbach, à Hegel, n'est-ce pas? Mais de trouver quelque chose qui suit, qui vient après. Et, chose importante ici pour ces textes d'Althusser, de ne pas nécessairement les chercher chez les philosophes. Certainement pas chez les philosophes universitaires, mais même pas chez les philosophes professionnels. Chez des acteurs politiques. Et donc, on retrouve donc l'effort dans ces textes d'aller chez les acteurs politiques pour essayer de trouver ce que pourrait être une pratique philosophique. Ici, c'est Mao, c'est Lénine, bien qu'il y aura des autres textes d'Althusser où il ira chez Machiavel. Et d'autres penseurs. Choix intéressant, je pense, parce qu'il y a quelque chose à retrouver donc dans le politique. Okay. Une pratique de la philosophie qui serait orientée hors du champ traditionnel de la philosophie professionnelle. Et qu'est-ce que ça donnerait? Alors, qu'est-ce que ça donne ici? 4 choses peut-être. Une nouvelle pratique engagée de la philosophie, une philosophie de démarcation, une philosophie où on prend parti, philosophie comme continuation de la politique, pratique qui découle du point de vue et finalement, bien sûr, prendre parti avec les masses dans les rapports de la lutte des classes. C'est ce qu'on retrouve, je crois, ici, en 1969. Période très différente d'aujourd'hui, bien sûr, mais en 1969. Qu'est-ce qu'on en ferait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en ferait aujourd'hui quand la lutte des classes est en tout autre qu'elle ne semblait l'être en 1969? Toute haute, je pense, avec beaucoup plus de lutte intra-classe peut-être, entre classes, dans les classes. Ce que d'une certaine manière Marx peut-être aurait déjà prévu, mais particulièrement quand il pensait aux éléments conservateurs qui se trouvaient dans le prolétariat, comme il écrivait, mais certainement qui se sont agrandis, ou qui sont aujourd'hui, je crois, qui éclatent aujourd'hui. Certainement aux États-Unis, en France aussi,
le Rassemblement national, et certainement avec le mouvement MAGA aux États-Unis. Des luttes qui se font à l'intérieur de classes travailleurs ou populaires, etc. Donc, comment faire une nouvelle pratique philosophique dans ce contexte, sans s'arrêter simplement à l'impératif qu'il faut qu'on y pense, ou bien qu'il faut que c'est ça que nous devons faire. Comment la faire maintenant? Il faudrait bien sûr interroger, si on va utiliser ces textes comme point de départ, disons, si on est endetté à ces textes comme point de départ, on pourrait dire il faut interroger la question de masse. Qu'est-ce que ça veut dire masse? Tony Negri, Michael Hart, vous savez, ils ont écrit un livre sur la multitude. Est-ce que la masse est aujourd'hui un concept comme la multitude? Est-ce que les concepts de la multitude pourraient nous aider à penser à ce procès sans sujet humain? Quelle serait la lutte des classes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Qu'en est devenu de la lutte des classes? Et qu'est-ce que c'est que le concept de philosophie ici, alors, qui reste? Quel est le concept de philosophie dans cette nouvelle pratique philosophique? Est-ce que ça se... J'aimerais pas utiliser ce mot, je l'utilise réduit. Est-ce que ça se réduit? Mais peut-être que non. Est-ce que ça s'élève? Est-ce que ça s'élève à la réflexion, à la pensée aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la nouvelle pratique philosophique qu'on pourrait développer? Non pas une philosophie traditionnelle, professionnelle, de production de grands systèmes, mais une manière de pratiquer la réflexion et la pensée dans des contextes concrets où on est parti pris. Alors vous savez, mardi dernier, on s'était vu le même jour que Zoran Mamdani s'est fait élire maire de la ville de New York. Je crois que Mamdani serait une personne avec qui on pourrait penser cette question, ces questions d'une nouvelle pratique philosophique. Particulièrement, c'est un intellectuel qui a beaucoup d'idées, qui a été élu sur quelques idées principalement à New York, de rendre la ville habitable. Donc il y avait un grand thème qui était affordability, de faire que la ville soit habitable, affordable pour tout le monde. Ça, c'était le grand thème, et à travers ce grand thème, il y avait quelques lignes directes dont il parlait le plus souvent. Donc c'était de mettre un cap sur les loyers, ça c'était important. C'était le transport public gratis, c'était les crèches. Aux États-Unis, il n'y a pas de crèches, donc des crèches municipales, et d'autres choses, comme par exemple, il a proposé, et j'imagine qu'il va peut-être créer des magasins gérés par la ville de New York dans chaque borough.
pour vendre de la nourriture. Et donc l'idée, c'est que dans chaque borough, il y aura city-owned and city-run grocery store qui, n'aura pas besoin de payer des taxes, etc., qui pourra acheter en gros, vendre sans, etc. Bon. Donc, on a quelqu'un qui a des idées, qui a des polices concrètes, publiques. Mais j'imagine que ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de pratiquer une philosophie ou de pratiquer de la réflexion pour penser avec et penser à travers ces nouvelles idées. En partie, par exemple, parce que je dirais une chose qu'on est en train de bien se réaliser avec Président Donald Trump dans ce second mandat, c'est que quand tout le pouvoir est concentré dans l'État fédéral, il est assez facile de vraiment créer un ouragan avec tout ce pouvoir concentré. On pourrait imaginer, réfléchir sur les idées que Mamdani propose d'une manière peut-être pas philosophique, mais d'une manière réflexive, pour imaginer d'autres moyens de créer, par exemple, une distribution plus favorable de la nourriture. Par exemple, l'utilisation de coopératives, quelque chose comme ça, plutôt qu'un magasin qui serait géré par la municipalité. Ça semble être, je ne sais pas, c'est pas à la hauteur de la dialectique ou de l'idée absolue ou du savoir absolu. C'est pas la forme classique de l'intervention philosophique, mais il semblerait peut-être que si on a une dette ici à ces textes, on pourrait essayer d'imaginer, et non seulement d'imaginer, mais de prendre parti pris avec quelqu'un comme Mamdani, par exemple, pour essayer de penser comment donner réalité à ces visions pour une meilleure société. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais voir si vous avez peut-être une question, ou bien ou une réflexion, une réaction. The floor is open. Et puis, si vous voulez, on peut continuer au café. Titouan. Moi, vas-y, plus fort. Ouais. On a une quoi? Orientation. Ouais. Alors ma question c'est comment on fait pour être matérialiste et considérer les textes sans les personnes qui les produisent? Eh bien, on n'a pas besoin de... Certainement, une des plus grandes interventions de Marx, c'est qu'il faut comprendre les textes à l'intérieur, d'un point de vue matérialiste, des conditions de production du texte.
Mais est-ce que c'était ça ta question ou est-ce que c'était plutôt au sujet du meurtre de Althusser? C'est lié, mais si on veut, même si on parle d'un texte en fonction des conditions de sa production, les conditions de la production dépendent de la personne située qui produit le texte. Oui. Il y a une incarnation dont il faut traiter. Alors là, on parle d'Althusser qui tue sa femme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire Althusser, mais vous disiez 2 semaines plus tôt qu'il y a un choix politique qui est fait dans les auteurs qu'on choisit, dans les auteurs qu'on traite. Alors ma question c'est quel est le choix politique d'aborder, là c'est les envers de Hegel, mais d'aborder Hegel à travers Althusser par exemple, sans moi j'avais un peu l'impression que c'était l'éléphant dans la pièce en fait, le fait qu'on ne mentionne pas le meurtre de la femme d'Althusser, sans pour autant dire que il a tué sa femme, on ne peut plus le dire. C'est pas ça qu'il faut dire, c'est juste le reconnaître et en parler. Parce que ça fait aussi partie de la production du texte. Qu'on le veuille ou non, c'est la personne qui a tué la femme d'Althusser, c'est aussi la personne qui écrit Lénine devant Hegel. Ou la personne qui a écrit son mémoire, ou tous les textes ont été écrits par la personne qui a fait ses œuvres. Et je finirais par dire que quand on veut mettre en place une philosophie engagée, une philosophie pratique, ça c'est le terme de praxis, on l'a bien étudié l'an dernier et il me semblait l'avoir saisi aussi par une pratique dans le monde réel. Et ça passe aussi par des corps, des personnes et des individus. Et donc je pense que le propos qu'on tient là, ça rentre dans une tendance qui est une tendance de la philosophie classique et universitaire que pourtant Althusser critique, mais bon, il se trouve bien dedans, j'ai l'impression, qui est de faire abstraction de sa personne et de la personne qui produit les textes. Alors, la raison qu'on a commencé avec Althusser, c'était simplement à cause du texte de 1950 pour réfléchir ce que ça veut dire de retourner à Hegel. Quelqu'un d'autre veut continuer sur cette question? C'est une question importante. Oui. Moi, je dirais que c'était quand même très après. Enfin, c'est. Je sais que j'ai pas l'année, mais c'est quoi? Ça doit être 80-81. C'est que ça pèse pas du tout là dans la production d'Althusser, qui par ailleurs aussi, il me semble, après fait un virage même théorique et a toute une partie de production où il se lave de tout ce qu'il a pu produire par rapport au structuralisme, etc. Donc, enfin, je ne sais pas ce que ça peut apporter d'éclairage théorique sur les textes de 69 ou même de 50, d'avoir une réflexion sur la crise de folie aussi qu'il a eue, et qui a été reconnue comme une crise de folie aussi. Oui, bon, alors ça, sur les débats là-dessus, je pense qu'on peut les passer parce que je pense pas qu'on tombera d'accord. Mais le fait est que je suis pas en train de dire qu'il faut justifier, analyser les textes de d'Althusser dans les années 50 à partir du meurtre de sa femme. Je suis en train de dire que la personne qui écrit en 1950 et la personne qui tue sa femme dans les années 80, c'est la même personne. Et que si on veut étudier les textes et qu'on définit l'idée que le choix des textes, le choix des auteurs, c'est un choix politique, qu'on définit que la philosophie, c'est une pratique dans le monde politique et de l'action, et on ne peut pas faire abstraction de l'individu qui produit les textes. C'est la seule chose. Je pense pas que. Je suis d'accord, je pense pas qu'il y ait un lien entre ce qu'il écrit en 1950 et le fait qu'il est dans les années 80 et tue sa femme. Et je pense pas qu'on puisse produire une analyse très riche du fait qu'il tue sa femme dans les années 80. Ah oui, c'était déjà dans les textes des années 50. Donc je pense pas. Par contre, quand on choisit d'étudier un auteur, oui, parler de sa vie,
ça a aussi une influence sur la manière dont on reçoit un texte et dont on le comprend. Allez-y, allez-y. Et d'autant plus qu'au tout début du cours, on a fait une petite partie sur les textes d'Hegel qui sont compliqués et qui donnent une place à la femme, qui est un peu problématique aujourd'hui. Et du coup, ça laisserait conclure qu'on doit préciser que quand c'est inscrit dans le texte, mais à partir de quel moment on peut dire que les circonstances qui ont permis à Althusser de tuer sa femme et de ne pas être incriminé ensuite ne sont pas dans ce texte. Enfin, comment on peut être sûr qu'on puisse séparer à ce moment de l'œuvre de l'artiste facilement. Je pense que c'est important au moins de le préciser pour qu'on ait ce recul face à tous les textes qu'on va lire ensuite. Ouais. 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 Donc comment bon, alors une chose, choix des textes c'est politique, ça c'est clair. Qui choisir pour lire, c'est... Et ça présente donc déjà une question sur est-ce qu'on hésiterait ou est-ce qu'on ne lirait pas quelqu'un à cause de choses. Donc ça c'est, il y a un, enfin c'est, il y a plusieurs éléments à cette question. Un élément c'est celui-là. Et donc ça c'est un élément. L'élément plus compliqué, c'est ici comment incorporer la vie de l'auteur dans la lecture du texte. Voilà. On connaît bien le premier débat, je crois. Le premier débat, on le connaît bien parce qu'on parle souvent de Heidegger, de Foucault, voilà. Bon, et puis on se demande. Okay. Mais je crois que et c'est pas que j'ai résolu ça. Hein. J'ai pas résolu ça. Mais ce qui est un peu plus compliqué pour le propos au sujet de la question d'influence et de matérialisme, c'est comment incorporer biographie, vie, etc., quand on ne peut pas connaître, quand on ne peut pas connaître, en fait. En d'autres mots, est-ce que c'était du délit? Est-ce que c'était du délire? Est-ce que c'était de la folie? Est-ce que c'était la misogynie générale de la société? C'est dur d'arriver à une... Je veux dire, je ne sais pas comment on arriverait à une analyse qu'on doit faire des conditions de la personne qui a écrit. Donc c'est vraiment compliqué là, right? C'est pas qu'on doit pas le faire, hein. C'est que ça présente des couches de problèmes donc, comme on en parlait mardi,
les intentions, on pourra jamais savoir les intentions d'une autre personne, parce qu'on ne connaît même pas les nôtres. Comment introduire ça dans la production, la condition de production du texte? Je crois que c'est un vrai... Je crois que c'est vraiment très... ça va être je crois que ça devait être le sujet du prochain séminaire, non? Après, moi, je n'étais pas en train de dire qu'il faut produire une analyse des raisons pour lesquelles... Non, je sais. C'est ça. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que, et c'était pour revenir aussi sur un petit peu plus, peut-être plus général et qui concerne pas Althusser, c'est l'idée que les textes naissent pas par l'opération du Saint-Esprit. Et que oui, il y a un contexte matériel à la production d'un texte, mais que ce contexte matériel, il dépend aussi d'une personne qui écrit. Et que je pense que au-delà de réussir à produire une analyse de l'influence de la situation d'une personne sur la production d'un texte, au moins un minima reconnaître cette dépendance entre le texte produit et la personne subjective qui produit le texte. Bien, je crois que ça va être le sujet d'un séminaire. Parce qu'on on peut pas s'arrêter là. Bon. Ben, réfléchissons ensemble pour le prochain séminaire. Merci. Et si vous voulez continuer cette conversation, on peut prendre un pot. Oui. Moi, je veux bien continuer la conversation plus tard, mais juste pour une question administrative. Ouais. J'ai parlé, moi, je suis en master de histoire. Ok, attendez que j'élimine le Zoom.